merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 5 novembre. La principauté innove en soutenant l'énergie houlomotrice. Comprenez l'exploitation de l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Vous en saurez plus dans ce journal. Suite de notre série de reportages consacrés à la création du prochain ballet de Jean-Christophe Maillot. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'arrangement musical. Il sera également question de musique avec l'oratorio Elias de Mendelssohn. Et enfin, notre Focus Info du jour vous emmènera sur le chantier du nouveau centre hospitalier Princesse Grace. C'est une première mondiale qui vient d'être dévoilée, un système qui consiste à exploiter l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Hier, le gouvernement princier et la SBM Offshore ont dévoilé les dessous du projet Wave Energy Converter, un projet également soutenu par la mission pour la transition énergétique et qui devrait voir le jour à l'horizon 2021. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, ainsi que Didier Bénet, directeur de la SBM Offshore Monaco. Ils sont au micro de Vanessa Dessy. Il s'agit d'un houlomoteur. Donc un houlomoteur, en fait, en anglais, c'est ce qu'on appelle un Wave Energy Converter, donc convertisseur des vagues en énergie. Cette technologie, en fait, elle existe déjà depuis de nombreuses années et elle a été développée, mais surtout sur des formes très mécaniques jusqu'à présent, donc qui étaient assez bruyantes, lourdes. Là où il y a vraiment une différence avec le houlomoteur tel qu'il a été repensé par SBM Offshore, c'est qu'ils appuient sur des principes de récupération d'énergie à base de polymères électroactifs. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement, j'allais dire, intégrable dans le milieu marin, qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas lourd, comme c'est le cas des houlomoteurs mécaniques. Donc voilà, quelque chose de vraiment innovant. C'est une étape importante parce qu'on veut développer les énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables ne produisent pas de gaz à effet de serre. Donc pour atteindre l'objectif du souverain très ambitieux de la COP21 qui est moins 50% de gaz à effet de serre en 2030, neutralité carbone en 2050, il faut accélérer le processus, il faut faire plein de choses. On est un petit peu sur tous les fronts, on développe tout ce qui est énergie renouvelable en principauté de Monaco. Aujourd'hui c'est le Wave Converter, c'est le photovoltaïque, c'est l'interdiction du fuel dans les immeubles, c'est plein de choses qui sont en faveur de cette transition énergétique très importante. Tous les différents services du département de l'équipement ont collaboré avec la SBM Offshore, que ce soit la direction des affaires maritimes pour savoir où positionner par rapport au fond marin ce converteur, que ce soit les affaires de l'aviation civile, la direction de l'aviation civile pour ne pas interférer avec des hélicoptères, que ce soit l'ADO ou les TP, pour arriver aujourd'hui à ce résultat extraordinaire. L'actualité en principauté, ce sont également ces informations développées en bref et en images. Nous prenons à présent la direction du Palais Princier. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ce mardi matin, les ambassadeurs du Royaume de Norvège, du Chili, de l'État du Qatar et de la République d'Indonésie ont remis leurs lettres de créance au prince souverain. Découvrons à présent l'association monégasque pour l'art africain. Cette association, créée il y a un peu plus d'1 an en principauté, a pour but de promouvoir et valoriser la culture et l'art contemporain africain, créant ainsi un lien entre Monaco et l'Afrique et contribuant également au rayonnement de la principauté sur le continent africain. Et il y a quelques jours, le chanteur sénégalais Freestyle s'est produit lors d'une soirée organisée au salon Bellevue du Café de Paris, une soirée dans le but de présenter l'association. Direction le One Monte Carlo à présent, où a lieu depuis le début de la semaine la conférence annuelle des bureaux de l'étranger de la direction du tourisme et des congrès. Avant de partir prochainement à la rencontre de ceux qui représentent la principauté dans le monde, écoutons Guy Antonielli, une interview de Sandrine Nègre. Nous sommes accueillis par la SBM pour l'ouverture de la réunion des bureaux de l'étranger de la direction du tourisme et des congrès. Une fois par an, la direction du tourisme réunit les sociétés sous contrat qui la représentent à travers le monde. Lors de cette réunion, nous évoquons toutes les problématiques liées à la promotion du tourisme de la principauté et nous évoquons bien entendu des problématiques purement administratives également.
Alors là, le fait que ça se passe dans ce complexe qui a été inauguré il n'y a pas si longtemps, ça a du sens aussi pour montrer peut-être justement à toutes ces personnes qui représentent Monaco à l'étranger ce nouvel espace? C'est exactement notre volonté. Chaque fois que ces personnes viennent, nous essayons de leur montrer ce qui se crée à Monaco, de leur montrer des nouveautés. Cet endroit a été inauguré en juin cette année. Donc bien évidemment, il était pour nous essentiel non seulement de le faire visiter, mais que nos représentants vivent l'expérience d'une réunion ici qu'ils pourront partager avec nos futurs clients. Suite de notre série de reportages consacrés à la création du prochain ballet de Jean-Christophe Maillot Coppel IA. Aujourd'hui, nous retrouvons le chorégraphe en compagnie de son frère Bertrand, qui a été choisi pour composer la bande originale de ce ballet, le reportage de José Sacré. Tu vois, par exemple, la fameuse valse, c'est ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Et là, c'est juste. Donc, on croit l'entendre, mais elle n'a rien à voir avec l'original. Tout est beaucoup plus acide, beaucoup plus tordu. C'est Léo Delibes qui a composé la musique du ballet original Coppelia. Pour sa nouvelle création intitulée Coppel LIA, Jean-Christophe Maillot a fait appel à un compositeur, son frère Bertrand Maillot, pour réécrire une musique différente, mais tout de même assez proche de la partition de Delibes. La chose essentielle, c'était de trouver un compositeur qui acceptait l'idée d'être au service de la chorégraphie pour ne plus me retrouver moi en tant que chorégraphe au service de la musique. À savoir le principe de la musique de film, quelqu'un qui puisse prendre en charge et en responsabilité la dramaturgie du spectacle en l'amplifiant, en appuyant sur les moments importants pour que le spectateur puisse écouter une musique au service de ce que le danseur raconte et non plus percevoir éventuellement la danse comme au service de la musique qu'elle représente. Finalement, ce qui était intéressant, c'est de se dire comment on pourrait se réapproprier Delibes, le donner à entendre en fait, parce que comme c'est une musique connue, et ça n'était possible qu'avec une musique connue, c'est de donner à entendre Delibes, mais en altérant son contenu, harmonique, légèrement, ou temporel aussi parfois, spatial quand il est diffusé, par exemple, il passe dans des réverbérations, des choses comme ça, et donc à ce moment-là, il devient plutôt souvenir. Et c'était justement de voir, quand on réécoute ce Delibes modifié, en fait, qu'est-ce que ça provoque? Parce que finalement, on est toujours dans l'enveloppe de Delibes, c'est-à-dire qu'on garde les intentions de Delibes, et on modifie les choses harmoniquement. Donc qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça perturbe? Est-ce qu'on se dit « Ah, c'était comme ça, Delibes, je ne me souvenais plus que c'était comme ça » ou voilà, c'est ça qui m'intéresse. Il y a eu toute une partie du travail qui a été réalisée au préalable, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Parce que la réalité du studio, et quand on avance aussi physiquement dans la dramaturgie et dans la chorégraphie, il y a des choses qui sont remises en question et qui sont modifiées en permanence. Là, le premier acte est bouclé, le deuxième acte, tous les éléments sont là, mais maintenant, savoir exactement comment tout ça va s'organiser, c'est en cours en fait. On voit. Elle danse. Voilà, ça c'est un arrêt qu'on ne peut pas faire avec l'orchestre. Et nous restons dans le domaine artistique. C'est à l'auditorium Régnier III qu'a été donné pour la première fois à Monaco l'oratorio Elias de Mendelssohn, une œuvre monumentale interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec les chœurs de Birmingham. José Sacré revient sur cet événement. Dimanche 3 novembre, pour la première fois sur la scène de l'auditorium Régnier III, le chœur de Birmingham. Une partie en tout cas, mais quand même, quelques 120 chanteuses et chanteurs qui, dirigés depuis 30 ans par Simon Astley, interprètent les œuvres les plus difficiles du répertoire choral au plus haut niveau international. Avec les solistes Kerry Fudge, soprano, Karen Cargill, mezzo-soprano, Robert Murray, ténor, Mathieu Brook, baryton basse, l'organiste Olivier Vernet, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, ce sont plus de 200 artistes qui ont interprété une œuvre grandiose, monumentale, l'oratorio Elias de Felix Mendelssohn. This, so the Elijah, is the third time
C'est la troisième fois que je dirige l'oratorio Elias de Mendelssohn. Mais dans cet auditorium, depuis que je suis arrivé, c'est la première fois que je dirige un ensemble aussi important et j'en suis très heureux. Mendelssohn est un génie absolu. J'aime beaucoup la musique de Mendelssohn et spécialement Elias. Pour moi, chaque mesure de cette œuvre est absolument miraculeuse. Ce concert est un miracle. C'est incroyable. Bien sûr, la mélodie est magnifique, mais pas seulement la mélodie, l'harmonie est incroyablement belle. Moi, vous savez, je pourrais pleurer à toutes les mesures. Je ressens vraiment cette œuvre comme un miracle. Alors pourquoi avoir invité le chœur de Birmingham? Parce qu'Elias est une commande du festival de Birmingham et a été créé à Birmingham il y a très longtemps. Depuis que je suis devenu chef principal de l'orchestre symphonique de Birmingham, je rêvais de diriger Elias avec le chœur de Birmingham. Et lorsque j'ai dirigé ce concert à Birmingham, j'ai tout de suite décidé d'inviter le chœur à venir chanter cet oratorio à Monaco. Ça a été un projet fantastique. Grâce au talent de plus de 200 artistes, chanteurs et musiciens sous la direction de Kazuki Yamada, l'oratorio Elias de Mendelssohn, donné pour la première fois à Monaco, restera comme un grand moment de musique, d'émotion et de plaisir. Notre Focus Info du jour nous emmène sur un chantier titanesque, celui du nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Alexandra Pani fait le point sur ses avancées et sur les enjeux auxquels sont confrontées les équipes techniques. Regardez. Choix du site en 2011, début des travaux en 2015 et une mise en service globale du nouvel hôpital prévu pour 2032. Des chiffres impressionnants pour le plus important chantier de la Principauté. La construction du nouveau centre hospitalier Princesse Grace est un véritable défi. Plus de 2 décennies s'écouleront entre le choix du site et la livraison du nouveau centre. À l'occasion du congrès francophone des Journées de l'architecture en santé qui s'est déroulé à Menton, près de 50 architectes, ingénieurs et managers hospitaliers ont eu l'occasion de découvrir ce chantier pharaonique. Sur place, dans ce qui est pour le moment un trou béant, chaque jour, près de 200 ouvriers s'affairent. On essaie de gérer ça avec patience, avec continuité. Donc on a eu quelques actions décisives très fortes au départ au niveau de conceptuel, avec les ambitions partagées de la Principauté. C'est un bâtiment très environnemental et l'environnement va jusqu'au niveau du chantier. Donc on fait tout pour minimiser les nuisances d'un chantier, mais vous avez vu, c'est un chantier colossal. Donc même quand on prend beaucoup de mesures pour minimiser les nuisances, il en reste toujours. Et pour tenir le temps, on a essayé de faire des chantiers très homogènes, très compacts. Donc le socle qu'on est en train de faire, qui est une première entité. La partie hospitalière qui va nous permettre de déménager. Et puis la troisième phase qui se fera après. Donc c'est en permanence un double regard. Un regard sur ce qui se construit et un regard sur ce qu'il reste et qui doit continuer à fonctionner. Outre l'important budget qu'il représente, près de 800 millions d'euros, et les 5 ans de retard annoncés dus à des difficultés géotechniques, la construction du nouveau CHPG doit également répondre à la question de l'obsolescence lorsqu'il sera livré en 2032. Quand on a fait ce bâtiment-là, c'était donc le programme en 2009. Pas de robot chirurgical, très peu de salles hybrides, donc ça c'est des choses très spécialisées. Mais même si on regarde les usages, très peu d'usage du Wi-Fi dans un hôpital. Aujourd'hui, on n'imagine plus l'hôpital sans Wi-Fi. On en a besoin pour fonctionner tous les jours. Au-delà de le fournir aux patients, le proposer dans un but, on va dire, de jeu ou de divertissement en général, nous, le Wi-Fi, il est nécessaire pour faire fonctionner les chariots de médicaments, par exemple. Donc comment est-ce qu'on contourne ça?
En fait, on a une veille permanente. Donc moi, je suis rentrée dans l'Union des architectes francophones en santé. Alors, je ne suis absolument pas architecte, mais c'est un groupe de réflexion qui vise en fait à mélanger des ingénieurs, des directeurs d'hôpital et des architectes pour imaginer en permanence l'hôpital de demain. Et ça nous permet d'aller prendre des idées sur ce qui se fait de mieux ailleurs ou de ce qui se fait de plus innovant. Un exemple type, les voiturettes électriques qui plaisent tant à nos patients, eh bien, en fait, je les ai vues la première fois au Texas. Donc c'est quelque chose qu'on a ramené de là-bas. On le fait sur des technologies plus importantes ou des équipements médicaux. Il faut aussi le faire sur la manière dont on distribue les locaux dans un hôpital. Ça évolue énormément. Les gens aujourd'hui, ils veulent rester le moins de temps possible à l'hôpital. Ils veulent avoir des parcours fluides. Ils ne veulent pas être mélangés entre malades. Ils ont raison d'ailleurs. Et ça a un impact sur le bâtiment. Construire un bâtiment aussi imposant en lieu et place de l'actuel hôpital nécessite une construction par phasage, soit 4 étapes. La première concerne la zone que nous avons visitée, la création d'un parking de plus de 530 places, le détournement de l'avenue Pasteur, seul accès routier à l'hôpital, et la réalisation de l'ouvrage d'art. Le socle que vous avez pu voir là, qui est cet élément colossal, existe. Donc c'est la façade la partie basse de soutènement de tout l'hôpital qui existe, qu'on voit très bien depuis le stade, on voit très bien depuis Fontvieille. Et donc ce bâtiment-là existe. Maintenant, on est en train de conforter ça et on va raccorder la rue Pasteur-Haut ici à cet ouvrage d'art qui doit contenir la rue Pasteur-Haut. Et ça, au printemps de l'année prochaine, on aura le dévoiement de la rue Pasteur-Haut. Donc ce sont les grands événements. Aujourd'hui, l'ouvrage d'art est fini pour sa partie vière. On raccorde l'ouvrage d'art à la montagne pour l'accrocher, pour pas qu'il parte dans la mer. On va passer l'ouvrage d'art l'ouvrage d'art va contenir la rue Pasteur-Haut et ensuite on va pouvoir enfin attaquer la partie démolition dans laquelle nous sommes. La phase 1 concernera quant à elle l'édification d'un premier bâtiment au-dessus du nouveau parking qui permettra de livrer 60% des chambres d'hospitalisation. Le premier patient est attendu pour 2026. Mais avant la livraison totale du nouvel établissement, l'actuel CHPG continue d'accueillir au quotidien des patients. Les services ont donc subi depuis quelques années, à tour de rôle, d'importantes rénovations. En réalité, on fonctionne normalement, on garde nos accès, on a protégé l'existant, on a protégé du bruit du chantier, on a protégé des poussières du chantier, on ne change pas nos activités, on rénove à l'intérieur. Et après, nous, on se prépare, les équipes, on se prépare, puisqu'on va changer nos capacitaires, on va changer nos organisations, on va être dans des locaux qui seront plus modernes et donc, on l'espère, moins contraignants pour le personnel. Donc voilà, on a des groupes de travail qui sont en permanence mobilisés sur ces sujets-là parce que c'est quand même important de l'avoir toujours en tête dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Un défi d'envergure donc pour proposer des soins et une offre de santé à la pointe. Et pour accompagner les résidents et patients, un site internet dédié a été créé, nouvelhôpital.gouv.mc, ainsi qu'Hector, une abeille constructrice respectueuse de l'environnement et qui saura vous guider tout au long de ses travaux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Du côté du temps, si mercredi et vendredi, les journées se partageront entre le gris et le bleu et les températures oscilleront entre les 8 et les 14 degrés, la journée de samedi sera quant à elle ensoleillée et plus douce que les jours précédents. Jeudi et dimanche au programme de la pluie et des orages, lundi toujours du mauvais temps et encore des averses. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.